Bonjour à tous. Mais ne serait-ce pas un nouveau décor? Et ne serait-ce pas une nouvelle caméra? Mais tout change, dites-moi mes amis. Enfin bon, le changement c'est quand même pas forcément maintenant, puisque comme vous pouvez le voir, je ne sais toujours pas cadrer. Ma coupe de cheveux tient de l'oreiller de ce matin, et je porte toujours un maillot antédiluvien, en l'occurrence celui de l'América du siècle dernier. Bref, aujourd'hui on va parler un peu actualité, un peu foot, hein. On va essayer de laisser de côté un petit peu tout ce qui est corruption et autres, hein. Je commence des fois un peu à en avoir marre. On va revenir un peu sur cette semaine européenne qui a forcément marqué, je pense, le monde entier, entre Tottenham, entre Liverpool et même hier, la séance de pénalty entre Chelsea et Francfort, la victoire plutôt belle d'Arsenal à Valence. Donc il y a beaucoup à dire. Et moi, il y a première chose, quelque chose qui me choque de plus en plus, c'est ce que dit Didier Roustan, bien souvent, elle prophète Didier Roustan, la culture de l'instant. Et on a tendance, ce que je peux comprendre aussi, forcément, le football est un sport qui procure tellement d'émotions, tellement de sensations, surtout avec des scénarios Hitchcockiens, que forcément l'émotion prend presque le dessus sur une analyse plus raisonnable, etc. Or, forcément, on voit Lucas marquer ce triplé avec Tottenham, incroyable, nanani, nanana. Mais je pense qu'il faut un peu tempérer. C'est pas parce que Lucas a mis ce triplé, bravo à lui, c'est exceptionnel comme performance, que ça fait de lui le meilleur joueur du monde. Et on a tendance souvent à s'emballer. Une défaite, un moindre match, et ça y est, on va porter un jugement. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, la première chose, je pense que la surmultiplication du contenu footballistique dans les médias, c'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui parle de foot quasiment. Et comment on parle de foot? On le parle à travers des talk shows, souvent des débats sur l'actualité et les matchs. Avec, comme je le dis souvent, une vision assez manichéenne, c'est-à-dire lui il est bon, lui il est pas bon, oui, non, blanc, noir. Alors que c'est pas comme ça. Alors que je suis pas du tout convaincu que c'est comme ça. Lucas, c'est un bon joueur, Lucas. Mais il faut mettre le contexte en place. Parce que c'est facile de dire « Oh, quel joueur, le Paris Saint-Germain a fait une erreur, etc. » Mais en fait, quand on fait ça, c'est-à-dire qu'on isole un match ou 30 ou 40 minutes pour en détenir, soi-disant, une vérité ou porter un jugement qui serait celui de valeur irréférentielle sur ce joueur-là. Mais c'est complètement faux, parce qu'on oublie de contextualiser. Et surtout de remettre en perspective. Alors oui, c'est une demi-finale retour de Ligue des Champions, et mettre un triplé, c'est exceptionnel, et bravo à lui. Mais est-ce que ça fait de lui le meilleur joueur du monde? Non. Et en plus de ça, Lucas a profité de 2-3 choses qui, si, à son profil. Lucas est un joueur qui a besoin d'espace. Il est largement meilleur quand il peut attaquer avec de l'espace, commencer à prendre de la vitesse. Parce que techniquement, technique individuelle, ça n'a jamais été le souci. C'est un mec, il a des dribbles incroyables, vraie qualité de finition, faut pas oublier. C'est un mec en plus qui sent plutôt bien les coups, qui a un ailier, bon, reconverti ailier, parce que je rappelle qu'au Brésil, il jouait dans l'axe, mais qui a cette... Il arrive à marquer. C'est un mec qui souvent se retrouve dans les bonnes positions. On se rappelle de sa dernière année à Paris, où il va jouer un peu sur le côté droit et souvent revenir à la tombée-descente, notamment à gauche de Maxwell, quand Cavani coupe au premier poteau, Lucas qui arrive au second. Il sent bien ça. Mais par contre, Lucas a d'autres défauts. C'est-à-dire que si vous avez une défense très regroupée en face, est-ce que Lucas est le meilleur joueur pour ça? On l'a vu avec le Paris Saint-Germain. Par exemple, le Paris Saint-Germain a besoin de joueurs qui excellent dans les petits espaces, qui sont capables, de par l'intelligence tactique, une certaine finesse de jeu, de comprendre l'autre. Est-ce que Lucas est le meilleur joueur pour ça? Est-ce que Lucas est le meilleur joueur quand championnat de France, vous allez jouer quasiment 90% du temps face à 10 mecs qui sont derrière? Pas forcément. Est-ce que Lucas aurait sa place de la rotation au PSG? Mais bien sûr. Mais maintenant, c'est un choix du club qui, me semble, à l'époque, tout le monde le comprenait. Neymar, Mbappé, Cavani, Di Maria, t'as aussi Draxler Pastore, ils jouent. Ils jouent. Et d'ailleurs, on peut reprocher beaucoup de choses, et là c'est le deuxième point, c'est qu'on a tendance à tout connecter au Paris Saint-Germain en France, et c'est pénible. C'est-à-dire que, qu'ils fassent un truc bien ou pas bien, ouais, on compare à Paris, mais on s'en fout. Mais on s'en fout, laissez-les tranquilles. Laissez-les tranquilles. Ça fait quoi, Unai Emery, temps final, c'est bien, tant mieux pour eux. Et c'est encore une fois, ça n'a aucun rapport. Et j'en ai marre qu'en fait, à chaque fois en France, on a tendance à tout remettre sur le Paris Saint-Germain. C'est chiant à la fois pour les fans du PSG qui se disent attends, mais on pense que de nous, on parle que de nous, et qu'il y en a beaucoup qui vont y voir de l'acharnement. Et puis il y a pour tous les autres fans qui aimeraient respirer, qui aimeraient qu'on parle d'autre chose. Quand Liverpool se qualifie avec ses buts d'Origi, est-ce qu'on va rappeler qu'il a été à Lille? À peine. Tu vois? Avec là, c'est Lucas, tout de suite on va rappeler le Paris Saint-Germain, ils les ont fait énorme. Mais arrêtez! Arrêtez! Enfin, je veux dire, ça me paraît quand même assez simpliste et assez bête même comme jugement. Alors bon, je voulais rappeler cette idée de contexte, notamment pour Lucas. Ça peut être également le cas pour Origi, vous voyez. Selon les circonstances, parfois,
eh ben vous surgissez de votre boîte à un bon moment. Est-ce que ça fait de vous un top class player? Pas forcément, mais ça fait que vous avez répondu présent dans ce moment-là et tout le monde va s'en souvenir. C'est un peu aussi ça la beauté du foot, c'est ce côté complètement irrationnel. C'est-à-dire aujourd'hui en plus, on le voit ces dernières années, excusez-moi, en Coupe d'Europe, des scénarios, comme je vous le disais, Hitchcockiens, qui rajoutent ce côté émotionnel absolument dingue. C'est peut-être aussi pour ça qu'on regarde autant et que des fois on pardonne autant au football. Enfin, pas au football, le football il est propre, ce sont les êtres humains qui le salissent. Donc on a tendance des fois à pardonner et à pas regarder, à être aveugle sur les êtres humains qui le salissent, mais le football est magnifique, évidemment. Et maintenant pour revenir aussi sur cet homme, alors ça c'était l'affiche que j'avais donné une petite conférence dédicace dans un bar, dans un pub, le Gunner Pub, comment il s'appelle? J'ai perdu le nom. À côté de l'Emirates, pour la sortie de mon ouvrage quand il a été traduit en anglais, que vous pouvez retrouver d'ailleurs ici. Et on a Emery par exemple. On a Emery, bon moi j'en ai parlé pas mal, parce que bon, j'ai interrogé quasiment 50 personnes qui l'ont connu, lui-même et autres. Arsenal aujourd'hui c'est un projet qui lui convient pour diverses raisons. Parce que déjà il peut s'occuper uniquement de football. Parce que pour un coach, on va me dire c'est... Ouais, mais il y a beaucoup de coachs qui malheureusement quand ils ont un certain club, ils ne peuvent pas. Et il a un effectif, on va dire, plus à son image, qui colle peut-être mieux que ce qu'il a au Paris Saint-Germain. Peut-être que pour Tourelle, c'est l'inverse. Tout dépend d'un contexte. Est-ce que ça fait d'Unai Emery le meilleur entraîneur du monde parce qu'il s'est qualifié en finale d'Europa League avec Arsenal? Avec en plus un tableau pas forcément évident parce que Naples c'était quand même pas facile et Valence non plus. Valence c'était quand même une belle équipe. Même si quelques failles, mais c'est quand même une équipe menaçante. Et ben non, ça fait pas de lui le meilleur coach du monde non plus. Sauf que là, ça récompense tout un tournoi. C'est pour ça qu'il faut quand même dissocier une qualification, admettons, d'un finale d'un événement, avec notamment des contenus de match qui étaient parfois très moyens et ensuite plus aboutis. Arsenal a quand même eu vraiment une progression à l'intérieur de cette Europa League, à l'inverse en championnat, on peut le voir. Parce que le match contre Rennes, bon à l'aller, honnêtement, c'est Socrates qui prend un rouge? Ouais, je crois. Bon, ça change complètement le match, Arsenal était quand même en contrôle. Mais quand tu vois ce qu'ils ont fait au Bate Borisov, c'était catastrophique. Même le retour contre le Bate Borisov était très 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 moyen. Le retour contre Rennes est maîtrisé, mais c'était pas non plus flamboyant. Contre Naples, complètement différent. Contre Naples, ils font un très très gros match. Et contre Valence, après 2 entames chaotiques à l'aller au retour, ils ont montré une grande maîtrise. Donc on voit une équipe qui progresse. Donc là, on peut dire en effet que le travail d'Unai Emery Arsenal est en train de porter ses fruits parce qu'on voit une progression entre le moment où il a pris l'équipe et aujourd'hui, avec des contenus de match parfois très intéressants. Mais il faut faire très attention à dire, voilà, lui il est bien, lui. Non, toutes ces questions de contexte. Et par exemple à Arsenal, ils ont mis beaucoup de temps avant de trouver une formule idoine, on va dire, enfin idoine, entre guillemets, avec cette défense carton-pâte. Je m'explique. Aujourd'hui, vous mettez Socrates, Koscielny derrière en défense à 4, surtout Socrates. Et ben vous allez les exposer, notamment parce que Unai Emery veut que ça joue très très haut, vous allez les exposer notamment dans leur dos avec ce problème de couverture et parfois de vitesse. Donc c'est un véritable souci. C'est pour ça qu'aujourd'hui on joue à 5 et que peut-être les limites de certains vont moins se voir, notamment Kolasinac et Maitland-Niles, les deux latéraux qui ont des gros problèmes pour défendre, souvent. Et ben là justement à 5, ça va permettre d'exploiter davantage leur qualité offensive, sauf qu'en fait c'est un compromis une équipe. C'est-à-dire qu'au mieux, vous allez avoir Xhaka et Torreira, surtout hier, Xhaka qui a énormément couru, qui a beaucoup compensé sur la latéralité, parce que forcément, quand vous laissez Ozil, Lacazette et Aubameyang très haut sur le terrain, même si Lacazette et Aubameyang, et même Ozil, on fait un véritable travail de repli, notamment Aubameyang et Lacazette, des fois sur les côtés pour aider, parce que justement, Valence, très intelligemment, a essayé d'exploiter le fait que les latéraux d'Arsenal ne savent pas trop défendre. Et donc on a vu au cours du match une petite transformation. Souvent c'était Granit Xhaka qui allait un peu épauler Kolasinac, et de l'autre côté c'était Aubameyang qui revenait épauler Maitland-Niles. Donc, mais néanmoins, donc outre le match héroïque d'Aubameyang et de Lacazette dans l'investissement, il y a quand même l'idée de les laisser s'exprimer en attaque, donc de les laisser haut sur le terrain. Donc vous faites ce choix-là, vous faites ce choix de dire je vais laisser 3 hommes très haut sur le terrain pour potentiellement contre-attaquer, pour leur donner de la liberté, mais de l'autre côté tu fais des concessions. Tu vois, ce que tu gagnes d'un côté, tu vas le perdre de l'autre, et c'est toujours une question d'équilibre et de balance. Et donc, là, on peut dire qu'il y a une véritable idée de jeu qui est derrière tout ça. Ça marche pas, c'est encore un autre débat. Mais voilà, c'est intéressant, je pense, aussi à analyser. Donc voilà, je vais faire un peu cette vidéo. C'était un peu 2-3 points que j'ai trouvé cette semaine. C'est de toujours essayer de remettre en perspective et contextualiser. Voilà. Et là, on peut dire, par exemple, Lacazette Aubameyang, c'est très intéressant à étudier aussi, parce que depuis quand, ça fait très longtemps, moi, je peux pas me souvenir que 2 numéro 9 qui jouent vraiment numéro 9, parce qu'on a souvent la tendance de dire ah t'es rapide, tu peux rentrer faux pied, on va te mettre ailier gauche par exemple, type Aubameyang qui au début de saison a été un peu mis sur le côté en tant qu'ailier. Là on a 2 pointes avec un numéro 10. C'est intéressant. C'est intéressant aussi au niveau tactique à étudier, et en fait ça fait partie d'un processus de travail, que ça soit d'une équipe, d'un entraîneur, d'un club. Et même si Arsenal, la structure sportive est littéralement un sketch pas possible, puisque personne ne sait vraiment ce qui va advenir
entre propriétaires, les départs d'Ivan Gazidis, Sven Mislintat qui était justement l'un des responsables du recrutement. Voilà, mais ça n'empêche que voilà, après il te reste le terrain, la vérité du terrain comme on dit, mais elle s'établit pas sur un match, sur des actions arrêtées. Parfois aussi je reçois des messages, oui mais regarde le défenseur il a pas fait ci, ça. Il faut remettre en perspective, est-ce que tu sais vraiment la vision qu'il a, les infos? Enfin, le football c'est tellement complexe, on pense que c'est facile mais c'est tellement complexe pour analyser qu'il faut toujours les tenants et les aboutissants. Et faire un jugement unique après un match ou une mi-temps, je trouve que c'est un peu dommage. Comme de remettre tout, en France notamment, de ramener tout à Paris. Voilà, en France, il y a plein d'autres clubs, il y a plein d'autres choses, et puis savourer un petit peu ces moments de foot, et je trouve que c'est destin incroyable, celui d'Andy Robertson, qui était il y a 4-5 ans encore en D4 écossaise avec Queen's Park FC, club amateur que j'aime profondément, savourer ces destins-là, même d'Origi, c'est une revanche incroyable sur le passé, pour Lucas aussi, parce que Lucas, il n'a pas toujours été titulaire à Tottenham non plus, faut pas oublier, et c'est magnifique, en plus Lucas, c'est plutôt une bonne personne, tant mieux pour lui. Donc voilà, je vais faire un peu cette vidéo de remise en perspective, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Puis je pense que la qualité sonore et visuelle est un peu mieux, surtout le son, c'est important, parce que bon, avec mon ancienne caméra, c'était un peu une cata. Donc voilà, bah écoutez, bientôt on se retrouve, on va parler Sochaux bientôt, et il y a plein d'autres dossiers, on va parler football algérien, puis on parlera un peu lecture, on parlera un peu journalisme média, parce que comme vous le voyez, il y a 2-3 trucs, on a fait un peu remodelé. C'est cool quand même d'avoir son anniversaire, de temps en temps, des fois on vous offre des trucs sympas. Allez, j'en ai assez dit, et je vous dis à bientôt.